salutations à tous. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition Koba Talk. Je suis Aimée Boubou et aujourd'hui, je reçois pour vous un invité très spécial que vous allez découvrir tout à l'heure. Et avec lui, nous allons vraiment développer un sujet que beaucoup de femmes, un sujet que beaucoup de dames se posent de questions. Il est avec moi et rapidement, je peux déjà lui saluer pour dire bonjour, docteur. Bonjour, Aimé. Comment vous sentez dans ces plateaux? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Et sinon, je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir pour participer dans cette émission. Oh, le plaisir est partagé. Déjà, la première question, soit de préoccupation que nous pourrons poser comme question, de savoir qui est Monsieur Bob Matala. Alors, merci pour la question et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Bob Matala qui est devant vous Oui. est docteur en médecine qui a fait ses études à l'université de Kinshasa et qui a obtenu son grade de docteur en médecine. Donc, c'est un médecin des hôpitaux, c'est ce que je peux dire. C'est que vous pourriez dire, pourquoi vous avez choisi de faire la médecine? En fait, j'ai choisi de faire la médecine parce que c'était une passion dès le bas âge, en fait. Et pour moi, sauver des vies était quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu toutes mes capacités pour décider, donc j'ai choisi de faire la médecine. Inspiré par qui? Inspiré, bien évidemment, par un oncle qui faisait aussi donc médecine. Là, c'est dans la famille. Là, c'est de la famille, bien sûr, bien évidemment. Donc, inspiré par lui. Et puis, moi-même, j'aimais bien, évidemment, la médecine. C'est comme ça que j'ai fini par faire la médecine. Qu'est-ce que vous trouvez de spécial dans ces métiers? Je dirais que c'est le plus beau métier du monde parce que c'est un métier qui permet de sauver des vies. Donc, je dirais après Dieu, c'est nous les médecins. Parce que nous sommes là, bien évidemment, nous sommes là au début de la... Et les juristes diront quoi? Non, tous ces gens-là, ils sont derrière. Parce que si un médecin ne prend pas soin de toi, tu ne fais rien. Donc, déjà, nous sommes là au début de la vie, quand les gens naissent. Nous accompagnons les gens tout au long de leur vie. Et en fin de compte, nous sommes là quand ils doivent mourir. Tu vois un peu, nous sommes là tout au long de la vie. Donc, c'est un métier extraordinaire, donc j'aime bien. Je comprends pourquoi vous êtes en train de donner beaucoup plus de qualité parce que vous êtes dedans. Bien évidemment, donc c'est ça. Et qu'est-ce que vous trouvez des difficultés dans ces métiers? Oui, particulièrement en République démocratique du Congo, on a vraiment beaucoup de problèmes parce que vous savez, la situation du pays telle qu'elle se trouve, on a beaucoup de problèmes, notamment par exemple les infrastructures. On n'a pas des infrastructures sanitaires qui répondent aux normes. Ouais. Les infrastructures sanitaires ou les institutions sanitaires qu'on a sont dans un état de développement très avancé. Vous n'avez qu'à voir les hôpitaux généraux qui est ici à Kinshasa. Ça, c'est le premier problème, les infrastructures. Le deuxième problème, c'est la rémunération des médecins qui pose aussi un problème. Mais vous comprenez que c'est un métier noble, c'est-à-dire que c'est un métier qu'on fait par passion. Donc, le premier objectif, c'est de sauver des vies. Bien évidemment, en sauvant des vies, on doit s'assurer de vivre une vie adéquate. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le plus grand problème qu'on a dans les infrastructures, le matériel et très souvent la rémunération qui pose problème. Mais ça ne nous empêche pas de sauver des vies. De sauver des vies, soit de fonctionner. Bien évidemment. Mais sinon, le sujet du jour, ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Et docteur, déjà en définition, qu'est-ce que vous pourrez dire? Alors, merci pour la question. Lorsque vous dites cancer du sein, le cancer du sein, il y a deux termes. Il y a cancer et puis il y a sein. Le cancer, en termes généraux, c'est simplement une multiplication anormale des cellules. C'est ce qu'on appelle cancer. Et il a comme synonyme tumeur maligne. On peut aussi parler du néoplasme. Alors, le sein, bien évidemment, c'est une glande mammaire qu'on retrouve aussi bien chez l'homme, chez la femme. Mais le sein est plus développé chez la femme, qui a bien évidemment deux rôles, maternel et esthétique. Alors, lorsqu'on dit cancer du sein, c'est un dérèglement de certaines cellules au niveau du sein qui se multiplient de manière anormale, c'est-à-dire en désordre, et qui aboutissent à la formation d'une masse qu'on appelle une tumeur. Alors, il faudra savoir que normalement, cette multiplication anormale commence au niveau de sein. Mais lorsque ces cellules-là quittent les seins et vont ailleurs, c'est-à-dire que se disséminent dans d'autres organes, à ce moment-là, elles portent le nom de métastases. Donc voilà en somme ce que vous pouvez retenir Quand vous parlez de métastases,
Oui. Cela veut dire quoi? En fait, les métastases, comme je disais, c'est le cancer du sein. Donc, la multiplication anormale des cellules commence au niveau du sein. Mais lorsqu'il quitte les seins, parce qu'il arrive qu'il quitte ces cellules-là qui se multiplient de manière anormale, quittent les seins. Alors, lorsqu'il quitte les seins, il part, par exemple, dans d'autres organes, par exemple, au niveau du foie, il se retrouve au niveau du poumon. Les cellules-là qu'on retrouve au niveau du poumon, c'est ces cellules-là qu'on appelle les métastases. Comment ça peut se retrouver au niveau du poumon quand on parle que du cancer du sein? Alors, bien évidemment, c'est une très bonne question. Oui. Comme j'ai dit, tout commence par les seins. Il commence à se multiplier au niveau du sein jusqu'à tel la scène qui deviennent trop nombreuses. Alors maintenant, ils vont quitter les seins par deux voies. Par la voie sanguine, c'est-à-dire par le sang, et par la voie lymphatique. Donc par la voie sanguine, parce que les seins circulent dans tous les corps. Comme les seins circulent dans tous les corps, ces cellules vont quitter le sein à travers les sangs et ils vont se retrouver dans d'autres organes. Et lorsqu'ils se retrouvent dans ces organes-là, par exemple au niveau du poumon, au niveau du foie, à ce moment-là, on les appelle les métastases. En fait, ce sont des cellules filles qui proviennent justement du sein. Quelle est la cause du cancer du sein? Alors, il faudra savoir que jusqu'aujourd'hui, les cancers du sein, la cause réelle du cancer du sein n'est pas connue. Oh, c'est vrai. Oui, n'est pas connue. Mais néanmoins, on parle des facteurs de risque. En fait, les facteurs de risque sont... Est-ce que vraiment le médecin qui sont en train de nous suivre peut-être en ces moments, il est d'accord avec vous, disant que jusqu'à aujourd'hui, la cause n'existe pas? Ben justement, parce que je n'avais pas terminé de répondre. Ok, je vous laisse alors la parole. Alors, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire que... Oui. La cause réelle n'est pas encore connue aujourd'hui, mais on parle plus des facteurs de risque du cancer du sein. C'est-à-dire quoi? Ce sont des facteurs qui favorisent la survenue du cancer du sein. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble de facteurs qui permettent la survenue du cancer du sein. Ce sont ces facteurs-là dont on parle plus. Alors, quels sont ces facteurs? En fait, il existe une kyrielle de facteurs. Premièrement, on a ce que l'on appelle la puberté précoce. La puberté précoce, c'est celle qui survient avant 12 ans. Deuxièmement, on a la ménopause tardive. C'est une ménopause qui survient après 45 ans. C'est un facteur de risque du cancer. Troisièmement, ce sont des facteurs génétiques, en fait. Là, c'est un peu médical, mais vous retenez simplement que c'est une mutation des gènes BRCA1 et 2 qui favorisent la survenue du cancer du sein. Parce qu'il y a des individus qui ont ces gènes-là. Et ces gènes-là, leur mutation maintenant, c'est qui favorise la survenue du cancer du sein. Ce n'est pas en mangeant quelque chose, non, c'est héréditaire. Non, c'est parce qu'un parent avait ces gènes-là. Troisièmement, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque, en fait, et les facteurs génétiques plutôt. Les facteurs génétiques, il y a certaines personnes qui ont des gènes qu'on appelle les gènes BRCA1 et 2, dont la mutation permet justement la survenue du cancer du sein. Alors, quatrièmement, on a les antécédents familiales. C'est-à-dire, par exemple, dans une famille, si une personne, par exemple une femme, sa maman ou sa sœur ont eu à souffrir du cancer du sein, cette personne-là est 2 à 3 fois plus exposée à faire le cancer du sein. Donc, c'est un facteur important. Et cinquièmement, on a l'âge. L'âge, c'est le facteur le plus important parce que plus l'âge avance, plus il y a un risque du cancer du sein. Normalement, la tranche d'âge, c'est de 45 à 50 ans, mais ça n'exclut pas qu'on puisse avoir des cas du cancer du sein à un âge un peu plus bas. Donc, c'est très important. On a aussi, par exemple, le fait d'avoir une grossesse après 35 ans. C'est un facteur de risque. La nulliparité, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant dans leur vie, c'est vraiment un facteur de risque. Et puis, on a l'absence d'un... Est-ce que ces femmes-là, d'ailleurs, ils sont en train déjà d'entendre ce que le médecin est en train de dire maintenant là? Est-ce que vous pourrez vraiment reprendre cette partie? Oui, je voulais tout simplement dire c'est quoi. Parce que, par exemple, nos sœurs religieuses, parce que nous sommes en train d'expliquer les facteurs de risque, c'est pour permettre aux gens de comprendre ces facteurs et savoir, parce que plus tard on va parler de comment prévenir, comment faire en sorte que quand vous vous retrouvez dans ces lots-là des facteurs de risque, comment faire pour que le cancer du sein ne puisse pas vous atteindre. Parce que c'est un facteur de risque. Donc, la femme doit déjà... Il y en a plusieurs, c'est comme si... Mais justement, ça c'est un des... Les femmes sont toujours exposées. Bien évidemment, c'est évidemment ça. Les femmes sont exposées. Maintenant, l'avantage c'est quoi? Quand tu connais, par exemple que tu as un tel facteur de risque, tu sais comment combattre. Par contre, une personne qui est ignorante, une femme qui est ignorante, ne sait pas, le cancer va les surprendre. Malheureusement, ce sera un stade terminal, on ne pourra pas guérir. Alors, comment déjà les combattre?
Oui, justement, c'est alors quand on va parler des mesures préventives, c'est alors on va expliquer comment elle peut faire pour que qu'elle ne puisse pas avoir ces cancers. Alors, je parlais de la nulliparité, le fait qu'une femme n'ait jamais eu d'enfant. Et puis, on a l'absence d'un allaitement maternel prolongé. Tu vois, les femmes aujourd'hui, ils allaitent les enfants, les bébés difficilement. Or, le fait d'allaiter jusqu'à 2 ans protège contre justement le cancer du sein. Les femmes qui ont des seins denses, c'est aussi un facteur de risque. Et puis, on a l'obésité et le surpoids. Donc, il faut déjà contrôler votre poids. L'obésité et le surpoids, c'est très important parce que les gens, ils mangent n'importe comment. Donc, c'est un facteur de risque. On a l'alcool. Tu vois, de nos jours, les femmes, ils prennent l'alcool comme pas possible. Elles doivent savoir que c'est un facteur de risque. Le tabagisme, le tabac, la cigarette. En fait, dans la cigarette, il y a le tabagisme passif et actif. Actif, ça veut dire que c'est la personne qui prend. Passif, ça veut dire que les gens qui entourent. Déjà, dans les tabacs, on écrit que c'est préjudiciable à la santé. Malheureusement, les gens, ils continuent à prendre. Alors, dans le cas d'espèces, comme on parle de la femme, elle doit savoir que quand elle fume, c'est un facteur de risque pour sa santé. On a l'absence d'une activité physique. Les gens n'aiment pas faire le sport, surtout les femmes. Oui, donc l'activité physique est très, très importante. Et enfin, on a une mauvaise alimentation, c'est-à-dire une alimentation riche en graisse, une alimentation riche en sucreries, tu vois. Donc, toute cette alimentation-là n'est pas du tout bonne. Donc, voilà un peu une somme de facteurs de risque qui peuvent exposer une femme à faire le cancer du sein. Donc, on parle plus de nos jours des facteurs de risque qui conduisent au cancer du sein. Parlant de graisse avec nos femmes qui aiment beaucoup plus manger les dindons. Hein? Les dindons, les ngoulou, les poulets maillots. Le poulet maillot. Toutes ces histoires-là, ce sont des graisses. C'est-à-dire que c'est pas bon, c'est la mauvaise graisse, en fait. Là, vraiment, vous allez en train d'interdire à toutes ces femmes-là qui aiment oui, mais c'est pas bon parce que la conséquence, c'est quoi? Plus tu as la graisse... Même pas un tout petit peu. Oui, mais c'est pas récurrent. Tu sais, il y a des gens qui en mangent tout le temps. On parle de l'excès, en fait. Tu peux manger une petite quantité, c'est pas un problème. Mais quand tu en manges trop, c'est pas bon puisque plus tu accumules la graisse, tu as un surpoids. Le surpoids est un facteur de risque. Et le surpoids va t'amener à l'obésité. L'obésité, j'ai dit que c'était un facteur de risque. Tu vois? Donc, ils doivent éviter cette nourriture-là, cette mauvaise graisse, les malbouffes. Elles doivent éviter ça. Là, vous le conseillez quoi? Bon, le conseil, c'est d'éviter de manger bio. C'est-à-dire de manger plus de légumes, de manger plus de fruits, de manger des poissons qui proviennent de la rivière et non des histoires de surgelés là. Mais la population dit que ça coûte cher, docteur. Malheureusement, c'est ça le problème. J'ai toujours dit, ça c'est un problème d'organisation en fait. C'est que tu verras que avant on disait, non, nos parents ne souffraient pas de telle maladie. Oh, par exemple, cette maladie ici, quand nos parents... C'est tout simplement parce que maintenant, les gens ils consomment n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens ils pensent que quand tu vas dans un supermarché, acheter un supermarché, tu es une personne extraordinaire. Et pourtant, c'est la maladie, en fait. Donc, ils doivent faire attention à cette nourriture-là. Là, vous le conseillez de manger bio. En tout cas, là, on demande vraiment à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments de manger bio. Il faut manger bio. Et nous sommes là en train de continuer, de poursuivre notre émission avec le docteur Bob Matala. Le docteur, on poursuit la question que je vais poser maintenant. Est-ce vrai que le cancer n'attend que les femmes âgées? Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Donc, il y a une partie de la vérité quand même. Oui, il y a une partie de la vérité parce que je vous ai dit que l'âge est un facteur de risque. Donc, plus l'âge avance, plus tu es exposé. La tranche d'âge, c'est de 45 à 55 ans. Mais là, même si ce n'est pas héréditaire, c'est pas familial. Oui, même si c'est pas héréditaire. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ça n'exclut pas qu'on puisse avoir des cas de cancer de ça à moins de 45 ans. Parce qu'on a eu des cas de cancer chez des filles de 16 ans. C'est-à-dire que dès qu'une femme est en train de voir ses menstruations, dès qu'elle commence à voir ses menstruations, déjà c'est un facteur de risque. Donc il court déjà ces risques-là en fait. Mais le risque est partout quand même. Oui, le risque est partout. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a toujours les risques. Et le cancer du sein, c'est vraiment un cancer très fréquent chez la femme. Donc, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir un cas de cancer du sein en deçà de 45 ans. Donc, je t'ai dit qu'il y a eu des cas de cancer du sein d'une jeune fille de 16 ans. Elle avait une boule au niveau du sein. Et les parents, comme ils sont là, oh non, on peut t'amener chez un tradipraticien, on l'amène chez un tradipraticien, on bricole, ça s'aggrave. Ensuite, on l'amène à l'hôpital, on l'amène à l'église, on prie. Est-ce que le parent savait que leur fille souffrait du cancer?
Ils ne peuvent pas savoir. D'où l'importance de cette émission, en fait. Je suis en train de parler de tout ça pour que les gens y comprennent. Que le cancer du sein peut atteindre une femme à n'importe quel âge, même à 16 ans. Oui. Et cette fille-là, quand elle est venue à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Avec un sein qui était tellement enflé, et c'était trop tard. Elle est morte à 16 ans. Elle est morte à 16 ans parce qu'elle n'avait pas l'information que quand tu as une boule au niveau du sein, tu dois aller à l'hôpital. Donc, c'est ça un peu. Donc, ça veut dire, pour répondre à ta question, ça n'atteint pas seulement les personnes âgées, mais ça peut aussi atteindre les jeunes femmes. Pourquoi? Ben, dans la mesure où il y a les facteurs, comme je t'ai dit. Par exemple, une fille qui porte les gènes, comme je venais de dire, les gènes BRCA1 là, dont la mutation peut entraîner les cancers, les cancers du sein. Une fille, par exemple, dont la mère a souffert du cancer du sein ou la sœur a souffert du cancer du sein, il est 2 fois plus exposé. Donc, dans la mesure où il a des facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue du cancer du sein, donc elle est une personne à risque. Est-ce que le cancer du sein est le plus fréquent ou il y a d'autres? Oui, c'est une très bonne question. Oui. Alors, les gens doivent savoir que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Ah là, chez la femme. Chez la femme. Seulement. Et non, pas nécessairement chez la femme. Puisqu'on parle de la femme, c'est comme ça que j'insiste chez la femme. D'accord. Mais en vrai, c'est déjà le cancer le plus fréquent au monde de tous les cancers. Et c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Et c'est la première cause des décès. C'est-à-dire que tous les cancers qui affectent la femme, le cancer qui tue le plus, c'est le cancer du sein. Donc, c'est très, très important de savoir que c'est un cancer très, très dangereux. Donc, là, vous êtes en train de dire qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs types de cancers. Il y a les cancers du col, il y a les cancers de l'utérus. Donc, en fait, le cancer peut atteindre toutes les parties du corps. Même la peau. La peau, les yeux, les mains, tout, même la peau. Donc, c'est ça. Mais le cancer le plus fréquent de tous ces cancers, c'est le cancer du sein. Et le plus mortel. Merci beaucoup, docteur. On est en train de poursuivre notre émission. Quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à un cancer du sein? Voilà, ça aussi c'est une très bonne question. Alors, comment les dames peuvent savoir ou quels sont les symptômes qui peuvent vous faire penser à un cancer du sein? Alors, vous devez savoir qu'il existe une kyrielle des symptômes. Des symptômes qui peuvent vous dire, ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Premièrement, on a la tumeur mammaire. Ça veut dire quoi? Lorsque vous remarquez la présence d'une masse, d'une boule au niveau de votre sein, donc quand vous palpez votre sein, tu sens qu'il y a une boule, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est déjà un signe. Premier signe. Deuxième signe, ce sont des signes, des symptômes en rapport avec l'aspect, en rapport avec la taille et la forme du sein. C'est-à-dire que, chère femme ou chère dame, chère sœur, lorsque vous remarquez que il y a un sein qui commence à devenir plus gros que l'autre sein, ça, c'est déjà aussi un signe interpellateur. Troisièmement, ce sont des signes en rapport avec l'aspect et l'aspect de la peau du sein. C'est-à-dire, lorsque tu remarques au niveau de ton sein, tu as une rougeur. Donc, la rougeur, c'est comme la couleur rouge, tu as une rougeur au niveau de la peau. Lorsque tu remarques, tu as des ulcérations, c'est-à-dire des petites plaies au niveau de ton sein. Lorsque tu remarques que la peau de ton sein commence à devenir épaisse, ça aussi, c'est un signe. Est-ce que c'est nécessairement le cancer du sein? Non, ce n'est pas nécessairement le cancer du sein, mais je vais préciser quelque chose à la fin lorsque je vais parler de tous les signes. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle les adénopathies axillaires et les adénopathies sus- ou sous-claviculaires. Là, c'est un peu médical. En termes simples, ça veut dire quoi? En termes simples, ça veut dire, lorsque toi, femme, tu remarques sous ton aisselle, en dessous de ton aisselle, tu remarques une boule, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est aussi un signe qui peut te faire penser à ça. Ou soit cette boule-là, tu peux le remarquer au niveau du clavicule. Clavicule ici, en dessous ou au-dessus. Tu remarques une boule ici, ça aussi c'est un signe. Cinquièmement, on a au niveau du mamelon. Le mamelon, c'est le bouton qui se trouve juste devant les seins ici. Alors, si tu remarques au niveau de ces boutons-là, qu'il y a au niveau du sein, le bouton qui est juste devant ici, si tu remarques des plaies, c'est déjà un problème. Si tu remarques que ça change de couleur, c'est déjà un problème. Si tu remarques, ça fait couler du lait. Parce que normalement, la femme... Faire couler du lait pendant l'allaitement? Justement, c'est la précision que je vais donner. D'accord. Normalement, une femme fait ça, son sein sort du lait que pendant l'allaitement, c'est-à-dire qu'après qu'elle ait accouché. Alors, si tu n'as pas accouché, tu es une personne normale, tu n'es pas enceinte,
et que tu remarques qu'il y a du lait qui sort de ton sein, c'est aussi un signe interpellateur. C'est vraiment très interpellateur. Ce n'est pas normal puisque les seins ne peuvent couler que faire sortir du lait que pendant Mais on dit aussi que les femmes qui avortent, leur sein fait couler aussi le lait. Oui, mais là, tu parles d'avorter, ça veut dire qu'il y avait une grossesse. OK. Quand il n'y a pas de grossesse, je parle d'une jeune fille normale. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas, ils peuvent confondre. Oui, oui. D'ailleurs, je veux aussi préciser une chose, en fait. Les femmes qui sont enceintes, vous devez savoir que normalement, le lait ne sort que lorsque vous accouchez. Si tu es enceinte, tu remarques que le lait commence à sortir, c'est un problème. Ça veut dire que votre bébé a un problème, soit il est déjà mort à l'intérieur. OK. Deuxièmement, par exemple, une femme qui veut avorter, comme tu as dit, là, qui a avorté, normalement, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait un enfant là-bas, le lait peut sortir. Et troisièmement, à ce qui concerne les signes, normalement, le sein normal, comme ça, pas de grossesse, rien, ne peut pas sortir du lait. Et enfin, on a une douleur unilatérale. Lorsque tu remarques un sein, tu as une douleur juste au niveau d'un seul sein. Et l'autre, il n'y a pas de douleur, c'est aussi un problème. Maintenant, la précision que je voulais donner par rapport à ta question. D'accord. Lorsque vous voyez tous ces signes, ce sont des signes, des symptômes qui peuvent vous faire penser au cancer du sein. Mais cela ne veut pas dire que directement que quand tu as ça, c'est le cancer du sein, non. Maintenant, pourquoi on insiste sur ça? Pour dire que le cancer du sein, on a dit que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est comme c'est le plus fréquent chez la femme et que c'est le cancer le plus mortel, cela veut dire que lorsque vous avez ces signes-là, vous devez aller rapidement à l'hôpital pour que les médecins sachent te dire qu'il ne s'agit pas du cancer du sein. Vous voyez? Au moins ça vous aide. Parce que si vous négligez et que c'est un cancer du sein, après vous allez mourir parce que là on ne pourra rien faire. Donc on insiste. Donc toute anomalie que vous avez au niveau du sein, allez d'abord voir un médecin. C'est mieux comme ça de prévenir que de subir le cancer du sein. Quand vous faites la découverte là très tôt, docteur, donc vous avez quand même la chance de guérir. Bien évidemment. Il faudra que vous puissiez savoir, vous devez savoir plutôt que le cancer du sein est curable. C'est-à-dire qu'on peut guérir. On peut guérir le cancer du sein. Mais à une seule condition, il faut qu'il soit découvert très tôt. Vous voyez, il faut qu'il soit découvert très tôt. C'est comme ça que je vous donne ces signes. Si vous remarquez ça, vous allez à l'hôpital et qu'on check et que c'est autre chose, c'est bien pour vous. Mais si on check et qu'on remarque que c'est le cancer du sein, on peut vous traiter et vous guérir. Ouais. Donc c'est par rapport à ça. Donc on peut guérir ça, mais à condition qu'on découvre ça très tôt. Mais si c'est très tard. Mais si c'est très tard, vous connaissez la réponse. Non, moi, je ne connais pas la réponse. Parce que là, je suis en train de poser des questions. Donc, les réponses, c'est à vous. Voilà la réponse. D'accord. Si on découvre ça trop tard, c'est comme l'exemple de la jeune fille que je vous donnais qui avait 16 ans, qui avait une masse et qui n'est pas allée à l'hôpital. Et quand elle est venue à l'hôpital, c'était trop tard, elle est décédée. Donc, quand vous venez trop tard à l'hôpital, on ne peut plus rien faire, vous allez mourir. Donc, quand vous venez trop tard, là, je suis en train de demander à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre maintenant là, vous venez de suivre ce que notre médecin vient de nous dire. Donc, vous devez vraiment prendre soin de vous. Donc, quand on dit prendre soin de vous, et vous devez vraiment faire attention à votre corps. Si vous remarquez quelque chose qui ne va pas au niveau de votre sein, vous devez directement s'y rendre à l'hôpital. Mais là, nous sommes en train de continuer et de poursuivre, docteur. La question que je vais poser maintenant, c'est comment est-ce que les femmes, disons, peuvent se prévenir contre le cancer du sein? Donc, voilà prévention. Maintenant. OK. C'est une question très pertinente et une question très importante. Alors, on dit dans notre jargon, prévenir, c'est guérir. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez? Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous prévenir contre le cancer du sein? Bon, en d'autres termes, quelles sont les mesures préventives, les mesures qui vous permettent de vous prévenir contre le cancer du sein? Alors, il y a plusieurs mesures. Première chose, c'est l'information, comme je vous ai dit. D'ailleurs, je vous félicite pour cette émission parce qu'à travers votre émission, vous êtes en train de contribuer à aider les femmes à diminuer l'ignorance sur ces cancers du sein. Merci beaucoup. C'est très important. Merci. Donc, c'est l'information à travers des émissions comme celle-ci. Merci. Deuxièmement, l'information à travers des campagnes de sensibilisation qui sont organisées. Donc, quand vous entendez parler du cancer du sein quelque part, vous devez aller pour essayer de vous informer. Ça, c'est la première chose parce que on dit souvent que mon peuple périt par faute de connaissances. Donc, quand tu ne sais pas, tu vas arriver à l'hôpital à un stade terminal et malheureusement, on ne pourra rien faire pour toi, tu vas mourir. Première chose, c'est l'information. Deuxième chose, c'est le dépistage, en fait.
Alors, en principe, l'État devait organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage à grande échelle, c'est-à-dire dans tous les pays, pour permettre à ce qu'on puisse détecter le cancer très très tôt. Mais sinon, les moyens de dépistage sont les suivants. Premier moyen, c'est l'autopalpation du sein. C'est-à-dire que la femme doit se palper les seins une fois le mois après les règles. Parce qu'après les règles, les seins deviennent moins denses. Donc, chaque mois après les règles, elle se palpe les seins à la recherche, bien évidemment, d'une masse ou d'une tumeur. Ça, c'est le premier moyen de dépistage. Le deuxième moyen de dépistage, toutes les femmes doivent se faire consulter obligatoirement une fois par année par un gynécologue. Donc, ils doivent aller pour qu'on fasse un examen clinique des seins une fois par an par un gynécologue. Troisièmement, pour les femmes qui ont entre 50 et 70 ans, 70 ans, et elles doivent faire un examen, comment on appelle ça, une mammographie bilatérale des seins une fois tous les 3 ans. Ça, c'est le moyen de dépistage. Donc, le deuxième moyen de prévention contre le cancer. Le troisième moyen, toute maladie que vous avez au niveau du sein bénigne, donc une maladie moins grave que vous avez au niveau du sein, il faut bien les traiter, sinon ça risque de constituer un facteur de risque pour, comment on dit, ça risque de constituer un facteur de risque pour le cancer du sein. Donc voilà. Mais docteur, il y a des femmes qui sont en train de nous suivre en ces moments, peut-être qui posent aussi la question que je suis en train de me poser maintenant là, pour dire que c'est bien bon tout ce que vous êtes en train de dire, mais faute de moyens. Oui. Faute de moyens, oui. C'est comme ça que j'ai dit. Faute de moyens, j'ai dit, dans les moyens de dépistage, il y a un moyen qui ne coûte rien. C'est palper les seins soi-même. L'autopalpation, ça veut dire, la femme se palpe les seins elle-même. C'est-à-dire quoi? Elle se met devant le miroir, elle observe ses seins. Comment se fait l'autopalpation en fait? C'est un moyen de dépistage qui ne coûte rien, qui est à la portée de toutes les femmes. Et si elle ne constate rien du tout? Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que tout va bien. Donc, elle se palpe les seins s'il n'y a rien. Oui. C'est bon, il n'y a rien. Et si elle découvre quelque chose d'anormal, même oui. Pas se palper les seins, même en voyant... Parce que comment se fait l'autopalpation en fait? Avant de continuer avec les moyens préventifs. La femme se tient devant le miroir. Hein? Elle est dévêtue jusqu'aux hanches. Donc, elle n'a rien. Elle observe ses seins de face. Elle regarde le dessin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que ça a changé de couleur? Elle regarde de face et de profil. Elle ne trouve rien. Deuxième chose, elle va passer à l'autopalpation. L'autopalpation, c'est simple. Elle est devant le miroir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lève le deux mains au-dessus de la tête. Elle observe ses seins. Il n'y a rien. Elle met ses mains sous les hanches comme ça. Elle observe encore ses seins. Il n'y a rien. Ensuite, elle va utiliser une main, les 3 doigts ici. Alors, elle va lever une main au-dessus de la tête et elle va prendre 3 doigts. Elle va palper son sein en faisant ces mouvements ici circulaires. Donc, en partant de la périphérie vers le centre. Soit elle peut palper ça en faisant des mouvements de haut à bas. C'est ce que je suis en train de faire comme ça. Donc, dès qu'elle remarque un petit bouton... Si elle remarque une boule ou une masse, elle va rapidement à l'hôpital. OK. Donc, c'est ça. Donc, il y a l'autopalpation, comme j'ai dit. Là, ça ne demande pas de moyens. C'est se faire examiner une fois par an, quand même. On peut trouver quelque chose une fois par an pour voir un gynécologue. Ça, c'est aussi possible. C'est peut-être la mammographie qui coûte un peu cher, mais voilà, qui constitue un moyen de prévention contre contre le cancer du sein. Donc, je disais aussi les maladies bénignes au niveau du sein qui doivent être très bien traitées parce que c'est très important. Et un autre moyen, c'est quoi? Je vous ai dit que le cancer du sein était le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, si vous voyez n'importe quoi, bouton, plaie, le sein qui coule, une boule, directement, vous devez aller chez un médecin. Ça ne veut pas dire que c'est le cancer, mais c'est pour prévenir que ça ne soit pas le cancer. Un autre moyen, c'est l'obésité et le surpoids. Vous devez contrôler vos poids, au fait. Vous devez connaître vos poids. Une femme qui est en surpoids, ça entraîne l'obésité. L'obésité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, un autre moyen préventif, c'est faire le sport. Là, quand vous parlez de surpoids, donc la femme qui doit remarquer le surpoids, c'est en partant de combien? Oui. En principe, le surpoids, normalement, tout individu doit connaître son poids et sa taille. OK. Quand tu as ton poids, tu as ta taille, on calcule ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. L'IMC, là, qu'on va calculer, on va prendre ton poids. Tu pèses, par exemple, 80 kg. On va diviser ça par ta taille. Tu mesures, par exemple, 1,85 m. Tu vois? La valeur qu'on va trouver là doit être comprise entre 18 et 25. Tu vois? Si ça n'est pas compris entre 18 et 25, ça veut dire qu'au-delà de 25, tu es en surpoids.
C'est comme ça qu'on calcule ça. Bon, le médecin peut faire ça, vous-même, vous pouvez faire ça aussi à la maison. Si tu es déjà en surpoids, c'est pas bon. C'est alors que tu dois utiliser les moyens préventifs que j'étais en train de parler tout à l'heure, c'est l'exercice physique. Tu peux faire la marche, tu peux faire donc les sauts à la corde 3 fois par semaine, 30 minutes d'exercice physique. Donc, tu choisis tes jours. 30 minutes, soit tu marches, soit tu fais les sauts à la corde. Ça te permet de prévenir aussi le cancer du sein. Le cancer du sein, bien évidemment, c'est un moyen préventif. Donc, c'est ça. Il faut éviter l'alcool. Donc, les femmes doivent éviter ça. Et il y a encore un autre élément, c'est l'allaitement maternel. Pour les femmes qui allaitent, vous devez savoir que l'allaitement maternel, c'est jusqu'à 2 ans. Selon l'OMS et selon l'UNICEF, c'est jusqu'à 2 ans. Et les 6 premiers mois, c'est exclusif. Vous ne donnez que le lait maternel. Après 6 mois, vous pouvez associer. Et quand vous allaitez de cette manière-là, c'est aussi un moyen préventif qui vous permet de prévenir la survenue du cancer du sein. Et le dernier moyen préventif, c'est l'alimentation. Vous devez manger le plus bio possible. Quand vous mangez trop de graisse, vous êtes obèse, en dehors du cancer du sein, vous êtes exposé à plusieurs d'autres maladies. Mais il y a d'autres familles qui disent que c'est de la bourgeoisie. Hein? Malheureusement, c'est ça, c'est l'ignorance. C'est ce que nous sommes en train de vouloir combattre. C'est l'ignorance, au fait. Si tu remarques, par exemple, aux États-Unis, là, il y a le McDo, toutes ces histoires-là. Bon, désolé pour avoir cité McDo, mais vous verrez que ces gens-là sont gros, sont toujours obèses. Ils font subir leurs enfants des exercices physiques dès le bas âge, tout simplement parce qu'ils ont des excès de poids. Donc, vous devez contrôler votre alimentation et après 18 heures. Normalement, après 18 heures, vous ne pouvez pas manger lourd. Oh, foufou, les gros foufous là après 18 heures. Mais docteur, franchement, c'est la République démocratique du Congo. Malheureusement. On connaît très bien qu'il y a beaucoup de familles en RDC ne mangent que après 18 heures au Yosope. Bien évidemment, la santé maintenant n'a pas de prix. Maintenant, vous devez choisir entre continuer comme ça et après 10 ans se retrouver obèse et avoir comme facteur de risque ou la survenue du cancer du sein chez toi, ou t'es arrangé. Parce que quand tu manges trop après 18 heures, tu n'utilises pas cette énergie-là que tu emmagasines. L'organisme tire tout ce que tu as dépensé et le reste, il stocke sous forme de graisse. Et alors, quand vous parlez de manger léger après 18 heures, c'est-à-dire donc léger après 18 heures, tu peux prendre le laité, tu peux manger peut-être du riz, donc quelque chose qui est léger, mais pas manger un repas copieux, non. Mais c'est en ces moments-là qu'il y a beaucoup de jeunes même qui mangent de poulet mayo, de tabac mayo, hein, de trucs avec beaucoup de graisse. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? C'est à ce moment-là que les gens ils mangent le poulet mayo, c'est à ce moment-là que les gens ils prennent la bière. Oui. Alors, mais c'est simple. Quand tu prends toutes ces histoires-là, tu fais entrer ça dans ton corps. Le corps prend juste ce que tu as dépensé. Par exemple, tu as dépensé 100 calories. Le corps prend ces 100 calories que tu as dépassées, c'est tout. Maintenant, tout ce reste-là, il vient mettre ça au niveau du ventre sous forme de graisse. Alors, toi, maintenant, cette graisse-là, comment tu l'élimines? Tu dois faire le sport. Tu dois avoir une activité physique. Et si tu ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, tu deviendras obèse et tu deviendras en surpoids. Le surpoids va t'amener à l'obésité. Et l'obésité, c'est un facteur de risque contre les cancers. L'obésité, c'est un facteur de risque, notamment l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Tu es exposé à toutes ces maladies-là. Ok. Voilà. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques du cancer? En fait, les moyens thérapeutiques, rapidement, puisqu'on a plus insisté sur les moyens préventifs parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Donc, il vaut mieux prévenir une maladie que la guérir parce que, en ce qui concerne le traitement, vous devez savoir, chère dame, que le traitement du cancer est très onéreux, c'est-à-dire que ça coûte énormément cher. Et dans nos conditions ici, ce ne sera pas facile parce que ça fait vendre même des parcelles de gens juste pour le traitement. Okay. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà pourquoi on a passé plus de temps dans la prévention. Alors, les traitements, c'est simple. Il y a 5 moyens. Il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui ne sont pas encore utilisées chez nous ici. Pourquoi c'est pas encore utilisé? Parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Ça n'est pas utilisé chez nous. Je comprends, là, vous avez dit ça au début de l'émission. Je vous ai dit qu'on a beaucoup de problèmes de matériel, tout ça, là, voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Okay. Alors, premièrement, c'est la chirurgie. La chirurgie, c'est simple. On fait ce qu'on appelle une mastectomie et un curage ganglionnaire. C'est-à-dire, on va enlever tous les seins. On coupe, on enlève tous les seins. Ça, c'est la chirurgie. Pour les masses qui ont au-delà de 3 cm. Donc, il n'y a pas de médicament où on peut donner à la femme. Mais justement, je continue. Il y a plusieurs moyens. Non, il faut seulement enlever le sein, disons. Il y a plusieurs moyens, je continue. Okay. On enlève les seins. Oui. Par exemple, pour une femme qui vient à un stade terminal. C'est-à-dire, parce que
Faites un tour à quand vous allez à l'hôpital, hein, vous arrivez, dites au chef du staff, allez me faire voir là où il y a les gens qui souffrent du cancer du sein. C'est-à-dire quand une personne a un cancer du sein, à un stade terminal, quand tu entres à la couloir, tu sens déjà l'odeur. Tu n'es même pas arrivé à la chambre, tu sens l'odeur. Maintenant, imagine-toi la personne qui a cette odeur. Toi, au couloir, tu fermes ton nez parce que ça sent mauvais. Okay. La personne qui a ça, maintenant, il fait quoi? Donc, c'est une chirurgie de propriété qu'on fait. On enlève juste les propriétés pour permettre qu'il soit un peu aisé, quoi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est juste une chirurgie de propriété. C'est juste pour les permettre d'aller bien. La chirurgie. Deuxième traitement, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, il bloque la multiplication. Je vous ai dit que c'était la multiplication des cellules, hein, de manière anarchique. La radiothérapie, c'est le meilleur traitement d'ailleurs. Ça bloque la multiplication des cellules. Malheureusement, un pays comme la RDC, 100 millions d'habitants, on n'a qu'un seul appareil de radiothérapie. Imagine. Un seul. Un seul appareil de radiothérapie. Quand vous parlez d'un seul, là, on le retrouve où précisément? On le retrouve, et non seulement c'est un seul, mais on se retrouve à Kinshasa. Et ce n'est pas dans un hôpital public de l'État, c'est dans un hôpital privé. Oh là là. Vous voyez un peu, quand je vous disais qu'on a des sérieux problèmes. 100 millions d'habitants pour un seul appareil. Et pour accéder à ces traitements-là, c'est très coûteux. Ce n'est pas n'importe qui accède à ces traitements-là. Et pourtant, c'est le meilleur traitement. Troisièmement, on a la chimiothérapie qui empêche la propagation. Parce que je vous ai dit que les cellules peuvent quitter les seins et aller ailleurs. Alors, ces traitements-là empêchent que ça puisse aller ailleurs. Parce que quand ça quitte les seins, c'est fini. On ne peut plus les rattraper. Dans le sein. Dans le sein pour le rattraper. Voilà. Donc, ça doit rester sur les seins. Si ça reste dans les seins, c'est bon. Mais si ça quitte les seins, c'est compliqué. On ne peut plus les rattraper. C'est à ce moment-là qu'ils portent des métastases. Et le dernier traitement, c'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, parce que c'est un cancer qui dépend des hormones. C'est comme ça que je vous parlais même que la menstruation, les oestrogènes, il y a des hormones qui interviennent. Alors, cette hormonothérapie permet d'inhiber l'action des oestrogènes, qui sont des hormones au niveau du cancer, et empêcher la croissance du cancer. C'est un médicament qu'on donne qu'on appelle le tamoxifène. La personne va prendre ça tous les jours pendant 5 ans. Donc voilà un peu le moyen thérapeutique qu'on utilise pour traiter le cancer. Là, quand le cancer n'est pas encore critique. Voilà, maintenant ça dépend du stade. Les traitements dépendent de chaque stade. Il y a le stade 1, il y a le stade 2, il y a le stade 3, il y a le stade 4 qu'on utilise ces traitements-là. Donc ça dépend. Mais le meilleur traitement, c'est la radiothérapie. Malheureusement, au Congo, comme j'ai dit, on n'a qu'un seul. Pareil, c'est très grave. Et pourtant, l'OMS recommande ceci. L'OMS dit, pour un seul appareil de radiothérapie, il faut 2 millions d'habitants. Ouais. Donc, en prochaine, on devrait avoir à peu près 50 appareils de radiothérapie pour un pays comme le nôtre. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que la République démocratique puisse en avoir aussi? Qu'est-ce qui manque, chers téléspectateurs, chères femmes qui me suivez? Qu'est-ce qui manque? Ça manque la volonté politique. Regardez ce qui se passe. Les autorités, quand ils tombent malades, ils vont se traiter où? À l'étranger. À l'étranger. Alors, quand tu vas te traiter à l'étranger, tu ne t'occupes pas de l'hôpital qu'il y a ici. L'autorité a les moyens, il va se traiter à l'étranger. Et le petit peuple qui n'a rien, il fait comment? Il meurt. Il meurt. Donc, si les autorités se traitent ici, ils vont remarquer qu'il n'y a qu'un seul appareil de radiothérapie ici. Donc, on doit acheter. Alors, comme leurs vies sont épargnées, dès qu'il a un problème, il va prendre la radiothérapie ailleurs. Il ne comprend pas qu'il y a un problème sérieux. Le jour où son fils tombe malade, il meurt. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte, donc vaut mieux acheter les radios. Parce que, mais ces autorités-là, ils ont aussi des familles, ils ont des cousines, ils ont des nièces. C'est pas les moyens qui nous manquent. Ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est simplement la volonté politique. Parce que quand on voit ce qui se passe ici, les gens qui détournent des millions, bon, on s'est dit, bon, on va pas entrer là-bas. On va pas entrer là-bas. Seulement que ces millions-là qui sont détournés peuvent servir à autre chose, à sauver des vies, par exemple. Ok. Donc, c'est une politique que le gouvernement devait avoir avec les ministères sectoriels, les ministères de la Santé, pour permettre à ce qu'on puisse avoir de la radiothérapie, qu'on puisse avoir l'accessibilité au traitement, mais à un coût très réduit, pour permettre aux gens d'accéder à ces traitements qui coûtent très cher, je vous dis. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, nous sommes déjà en train de chuter dans notre émission. Docteur, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre en ces moments et pourquoi pas aussi à nos autorités politiques? Alors, je vais commencer par les autorités politiques. OK. Aux autorités politiques, bon, le pays est géré par un gouvernement, le Premier ministre, et le ministre de la Santé, puisqu'on parle du cancer du sein, donc c'est de la santé. Alors, les autorités, ils doivent mettre en place un registre. On n'a pas un registre, on n'a pas encore un registre des cancers
en général et en particulier du cancer du sein. Quand vous parlez de registre du Registre, cancer, c'est-à-dire c'est un registre, c'est une base de données qui récolte tous les cancers du pays. Donc, on sera en mesure de savoir, par exemple, en RDC, sur 5 millions d'habitants, on a autant de personnes qui souffrent du cancer. Ça nous permet aussi de pouvoir prévoir, par exemple, comme on a autant, on peut prévoir tel traitement, on peut prévoir une quantité telle de médicaments, tout ça. Nous, on n'a pas ça. Deuxièmement, on n'a pas un hôpital cancérologique qui s'occupe seulement du cancer. Et ça n'existait pas. Ils doivent mettre ça en place. Troisièmement, il y a un centre national de lutte contre le cancer qui est mis en place, mais qui n'est pas encore opérationnel parce que il faut une volonté politique. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc, aux autorités, c'est ce qu'on demande, et de réhabiliter les infrastructures sanitaires de l'État, dans les infrastructures sanitaires des hôpitaux généraux publics. Par exemple, Mama Emo, hôpital 7, des hôpitaux généraux d'Injili, tout ça là. C'est ce qu'ils doivent faire pour faciliter l'accessibilité aux soins par rapport au cancer. Parce que je vous dis que ça coûte trop cher. Si l'État n'intervient pas, les personnes vont mourir. Alors, aux femmes, je dirais tout simplement, je pense que j'ai assez dit. Tout ce que je peux dire, c'est tout problème que vous avez au niveau du sein, vous devez aller voir un médecin pour qu'il sache s'il s'agit du cancer du sein ou pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, vous avez entendu les femmes qui sont en train de suivre cette émission. Dès que vous constatez quelque chose qui n'y va pas au niveau de votre sein, il faut aller rapidement et directement à l'hôpital. C'était par là que nous avons mis un point dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je remercie les docteurs qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, docteur Bob Matala. Merci à vous pour l'accueil aussi. Merci beaucoup, et pourquoi pas à la grande équipe technique que je fais un coucou là. Je pense à Mike Moulopoué et pourquoi pas à Martin Kisala et aussi à Nadine Diasilaou et Greffe Bia, et aussi à tous nos téléspectateurs, nos correspondants qui nous ont suivis en ces moments. Je ne peux que vous dire bye bye et à la prochaine édition.